Ce qui devait être une opération de communication bien huilée s'est transformé en naufrage médiatique pour Amir DZ, victime de sa propre maladresse. Celui que certains tentaient encore de brandir comme symbole s'est rapidement mué en boulet embarrassant, y compris pour ses soutiens les plus opportunistes. Le président Tebboune, avec un calme olympien et sans jamais entrer dans la mêlée, a subtilement laissé le château de cartes s'écrouler tout seul. Dans le même temps, des révélations majeures sur les coulisses algéro-françaises ont fait surface, renforçant l'idée que le retour d'Amir DZ au bercail n'est plus une hypothèse, mais une perspective imminente. Ce que des médias français tentaient de déguiser en enquête sérieuse sur un soi-disant enlèvement par les services secrets algériens sur le sol tricolore s'est vite décomposé sous le poids de ses propres absurdités. L'auteur principal du feuilleton s'est lui-même pris les pieds dans le tapis avec des récits ubuesques, comme celui de 2 espionnes, dont une enceinte, oui, vous avez bien lu, venue soi-disant le filer, provoquant un mélange d'hilarité et de consternation, même dans les cercles les plus crédules. La question n'était plus si son histoire tenait debout, mais plutôt comment elle avait pu être prise au sérieux, ne serait-ce qu'une minute. L'absurdité du récit n'a pas échappé aux observateurs. Peu à peu, des voix venues de tous horizons, journalistes aguerris, figures des réseaux sociaux et citoyens français lambda, ont levé le sourcil face à l'obsession médiatique pour l'Algérie. Pour beaucoup, il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une tentative grossière d'agiter un épouvantail extérieur pour faire oublier les incendies domestiques. Et pour couronner le tout, on essayait de couronner Amir DZ du titre de martyr en carton, héros bricolé dans un décor en toc. Mais à force de tirer sur la ficelle, elle a fini par casser. Le doute s'est infiltré, la mécanique s'est grippée, et le récit, autrefois relayé sans broncher, s'est retourné contre son auteur. Plusieurs médias qui l'avaient d'abord soutenu ont brutalement changé de camp, flairant la supercherie et réalisant que même une enquête de stagiaire aurait fait tomber ce château de sable. Pendant que l'agitation médiatique battait son plein, Alger a opté pour une arme bien plus redoutable que la polémique, le silence. Pas de déclaration théâtrale, pas de riposte enflammée, simplement la conviction que répondre à ce type de personnage reviendrait à lui offrir une importance qu'il ne mérite pas, et que la réalité finirait par faire le travail toute seule. Ce calme étudié a d'ailleurs court-circuité les plans de certains milieux français qui espéraient une réaction officielle afin de transformer l'épisode en incident diplomatique de plus grande ampleur. Une fois le soufflet médiatique retombé, un autre dossier a refait surface, bien moins spectaculaire, mais autrement plus solide. Le passif judiciaire d'Amir DZ. On reparle alors de la dizaine de mandats d'arrêt internationaux réclamés depuis des années. Et ce n'est pas tout. Celui qui se présentait volontiers comme dissident respectable se retrouve désormais associé à des accusations bien moins héroïques. Chantage, pression financière, exploitation de membres de la diaspora. Des allégations évoquées ouvertement par d'anciens compagnons de route, certains assurant disposer d'éléments concrets à l'appui. L'image du militant persécuté laisse ainsi place à un portrait nettement moins flatteur. À force de s'enfoncer dans ses propres contradictions, l'image médiatique d'Amir DZ s'est effondrée comme un décor de cinéma en carton-pâte. Même ceux qui, hier encore, tentaient de lui tendre le micro commencent aujourd'hui à éviter son nom, tant sa présence devient gênante, y compris pour les hautes sphères françaises. Un nouveau scénario prend alors forme en coulisses. Paris pourrait bien finir par lui tourner le dos, surtout si l'on considère qu'il a failli l'entraîner dans une querelle diplomatique montée de toutes pièces avec Alger. Sans fracas, sans contre-attaque spectaculaire, le rideau est tombé. L'affaire s'est dégonflée, laissant apparaître non pas une tragédie des droits humains, mais un bricolage raté autour d'un personnage trouble, projeté
dans un jeu politique qui le dépasse largement. Un plan visiblement mal ficelé qui n'a pas résisté à l'épreuve du réel. Dès lors, les vraies questions refont surface. À qui cette mascarade a-t-elle vraiment profité? Et surtout, comment a-t-elle pu capoter aussi vite? On tient ici un cas d'école. Une affaire montée de toutes pièces, gonflée à l'excès, puis jetée aux oubliettes dès qu'elle a cessé de servir les intérêts de ces marionnettistes. Ce qui au départ avait été vendu comme une révélation explosive au Roland d'affaires d'État s'est peu à peu transformé en coquille vide. À force d'accumuler les déclarations bancales, les contradictions grotesques et les incohérences criantes, même le principal concerné a fini par s'aborder le scénario qu'il prétendait incarner. Plutôt que de solidifier sa posture de victime, sa surexposition médiatique n'a fait qu'accentuer les fissures de son récit. Trop de mise en scène, trop de détails improbables, trop de surjeu. Résultat, ce qui devait secouer l'opinion s'est mué en objet de soupçon, de sarcasme, voire de pitié embarrassée. L'arme de communication massive s'est retournée contre ses propres initiateurs. L'Algérie, loin de répondre aux provocations, a préféré jouer la montre. Pas de réaction précipitée, pas de déclaration tapageuse, juste un silence glacial et assumé. Une stratégie qui, d'abord perçue comme de la passivité ou une forme de gêne, s'est révélée d'une efficacité chirurgicale. En refusant de nourrir le brasier médiatique, Alger a coupé l'oxygène à la polémique et laissé les feuilles du récit s'exposer à la lumière crue du temps. Ce choix a mis les instigateurs face à leur propre incohérence, sans qu'ils puissent crier à la censure ou à la persécution. Il rappelle aussi que toutes les accusations ne méritent pas une réponse d'État, surtout lorsqu'elles viennent de figures au passé trouble. En France, cette affaire a fini par provoquer un malaise palpable dans certaines rédactions. À force de marteler les mêmes accusations, de répéter les mêmes refrains et de faire écho à une seule version, des voix se sont levées, y compris parmi les spectateurs, pour demander « À quoi joue-t-on vraiment ?» Quand les ficelles deviennent trop visibles, même le public finit par se poser les bonnes questions. Des voix, venues de la rue, de médias indépendants ou d'observateurs aguerris, ont commencé à gratter le vernis. Qui tire vraiment les ficelles de ce spectacle à répétition? D'où vient cette manie de chercher systématiquement un coupable extérieur, alors que les incendies sociaux, économiques et politiques brûlent toujours en interne? Petit à petit, le ton a changé. De la dénonciation naïve, on est passé à une méfiance de plus en plus ouverte. Surtout que le passé, longtemps dissimulé sous des slogans, est revenu hanter le principal acteur. Soupçons de manipulation, de chantage, de racket, de détournement émotionnel de la diaspora. Autant d'éléments évoqués non pas par des opposants, mais par d'anciens compagnons de route, voire des victimes elles-mêmes. Difficile dès lors de continuer à voir en lui un combattant des libertés. Ce portrait d'opposant noble s'effrite, laissant apparaître un opportuniste de circonstance, maître dans l'art de surfer sur les tensions géopolitiques et les failles médiatiques pour s'offrir une tribune et un bouclier temporaire. Mais voilà, quand le paratonnerre devient lui-même source d'orage, même ses protecteurs s'interrogent. L'idée que la France puisse se désolidariser ne relève plus de la fiction. C'est une hypothèse sérieusement considérée. Car aucun État n'a intérêt à endosser indéfiniment le poids politique et symbolique d'un homme devenu ingérable. Surtout quand des mandats internationaux s'accumulent et que les procédures juridiques traînent. Au fond, ce dossier met le doigt sur les dérives d'un activisme médiatique sans boussole,
plus prompte à agiter les passions qu'à proposer une vision. Il démontre que la viralité numérique n'a rien d'un sauf-conduit moral. Il rappelle que l'opinion publique, quelle que soit sa nationalité, finit toujours par séparer le fond de la mise en scène. Et surtout, il expose une vérité incontournable des jeux de pouvoir modernes. Manipuler l'émotion, convoquer les symboles, forcer l'histoire à servir le présent, finit presque toujours par exploser au visage de ceux qui s'y risquent. Ce qui devait affaiblir un adversaire devient un miroir impitoyable, révélant mensonges, improvisation et manque de stratégie. Loin d'un simple fait divers médiatique, cette affaire restera comme une parabole sur la patience du réel, sur la force tranquille du silence et sur l'inéluctable retour de la vérité.